Bonjour Alexandre. Je vais devancer un peu la séquence personnelle de la fin. Quand tu parles avec Vincent Bolloré, quand tu discutes avec lui, est-ce que vous parlez que de la FNAC ou est-ce que vous parlez aussi de Canal+ et de sport? Tu connais bien le sujet et de la télévision et du sport. Et sinon, si tu te l'interdis ou s'il se l'interdit, est-ce qu'il y a un plan pour qu'il aille au-delà de 15%, tant les synergies sont évidentes entre une retail company et une média company? Alors quand nous avons parlé avec Vincent Bolloré de ce projet, le seul sujet de discussion a été est-ce qu'on est capable d'inventer, d'initier, encore une fois, un partenariat industriel, de créer, de bouger un peu les lignes entre nos métiers. Est-ce que ça a un sens pour la FNAC? Est-ce que ça a un sens pour Vivendi? La réponse a été oui, et extrêmement rapidement est venue l'idée d'une entrée de Vivendi dans le capital. Vivendi qui rejoint ainsi notre actionnaire de référence, qui est Artémis. Donc aujourd'hui, la situation, elle est bien celle-là, elle est extraordinairement positive pour nous. On a un actionnaire de référence qui nous suit depuis le début, qui est en soutien de la stratégie, et on a un deuxième actionnaire qui est à nos côtés pour développer des partenariats. Encore une fois, moi, ça me passionne d'essayer de faire bouger ces lignes-là dans les contenus culturels. Bien sûr que c'est plus compliqué que de se dire, au fond, je suis un distributeur, il faut que je reste un distributeur, il ne faut pas que je fasse de partenariat avec quiconque. Comme bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué de faire une fusion avec Darty et de se dire, il faut mêler les cultures, il y a l'autorité de la... Bien, c'est plus compliqué. Mais en même temps, dans nos métiers, on n'a pas le choix. Il faut bouger ces lignes-là. Moi, la mission qui m'a été donnée par François-Henri Pinault et par François Pinault, c'est bien, vous avez carte blanche pour transformer ce modèle-là, parce que cette entreprise, on l'aime, on pense qu'elle a du potentiel. Maintenant, il faut la faire évoluer avec le monde d'aujourd'hui. C'est ça que j'essaye de faire. Et pour ça, il faut accepter de bouger les lignes, de bâtir des partenariats nouveaux. Ça peut susciter un peu de scepticisme dans un premier temps, et on se dit, mais est-ce qu'il y a un truc caché, hein? Non, il n'y a pas de truc caché. Le sujet, c'est, on veut bâtir ce partenariat-là, et on va y arriver. Alors, comme tu as côtoyé Poétique, tu n'as pas tout à fait répondu à toute la question. Parce qu'il n'y avait pas de deuxième réponse. Il y avait l'histoire de 15%, donc il faut comprendre que quand il n'y a pas de plan caché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de projet pour Vivendi d'aller au-delà. Je ne le crois absolument pas. D'accord. Voilà. Si le partenariat réussit, c'est envisageable que Vivendi, on connaît Vincent Bolloré, il peut avoir la tentation de... À 15%, c'est beaucoup pour lui. Réussissons ce partenariat. Il y arrive à 2%, tu sais. Mais vous savez, il aurait pu le faire même sans qu'on lui parle. Donc je ne crois absolument pas que ce soit son projet aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on arrive à faire quelque chose d'intelligent ensemble. Faisons-le et puis ensuite on verra. Très bien. Je me tourne du côté de nos amis de Bain. On va parler un peu stratégie. Oui, bonjour Alexandre. En cette période de pré-campagne présidentielle, quelle réforme pourrait au mieux aider la FNAC dans sa stratégie? Est-ce que c'est du côté de la flexibilité du contrat de travail et du droit du commerce? Est-ce que c'est dans la partie taxation des entreprises étrangères? Est-ce que c'est dans la partie de l'agilité de l'autorité de la concurrence? Est-ce que c'est dans la partie de la rémunération des dirigeants? Enfin, tous les thèmes qu'on a pu aborder depuis ces 3 derniers quarts d'heure. Vous avez tout dit. Bon, alors, il y en a une, quelle serait la priorité? Absolument, absolument. Non, mais d'abord, comme vous tous, un chef d'entreprise et dirigeant d'entreprise, le sujet numéro 1 pour nous tous, c'est au fond comment on parvient à lever un certain nombre de freins à l'embauche. Moi, je suis toujours extraordinairement frappé par ces statistiques qui montrent que sur une longue période, c'est-à-dire c'est pas une année ou 2, nous créons 1/5 des emplois qui sont créés dans un certain nombre de pays européens comme l'Allemagne. Au fond, notre combat collectif, il est là. Il est sur notre capacité à lever les verrous, à lever et à déverrouiller le marché du travail. Ça ne veut pas dire ne pas sécuriser les salariés, mais à déverrouiller le marché du travail pour qu'on crée de l'emploi et que les chefs d'entreprise, notamment de plus petite taille, pour les entreprises, soient sécurisés quand ils embauchent. Et au fond, moi, je pense qu'il faut aussi mettre un terme à cette division des salariés entre ceux qui ont un CDI et ceux qui sont en CDD, qui sont au fond assez précarisés. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut fluidifier ce marché du travail. Et comme tout chef d'entreprise, comme tout dirigeant, c'est ça le sujet numéro 1. Après, il y a des sujets qui sont
organisons un champ concurrentiel équivalent. Moi, je ne demande pas au gouvernement depuis longtemps, aidez-moi à résister à Amazon, donnez-moi des avantages, mais permettez-moi au moins d'être à armes égales. Au fond, comme les acteurs qui sans doute sont confrontés à Uber et à Airbnb, moi c'est des entreprises que je trouve exceptionnelles par l'innovation, mais vous avez quand même juste envie, quand vous êtes une entreprise traditionnelle, dès lors que vous faites votre modernisation, dès lors que vous essayez d'inventer un nouveau modèle, d'être à armes concurrentielles égales. Il y a des exemples, il y en a plein. Vous citiez le travail le dimanche. Pourquoi on se bagarre, nous, sur le travail le dimanche? Je ne vais pas être long là-dessus, parce que c'est un sujet qui fatigue un peu tout le monde, mais au fond... Quand vous avez en face de vous un concurrent qui est ouvert tous les dimanches et qui fait 15-20% de son chiffre d'affaires le dimanche, quand vous avez des clients qui, dans un certain nombre de zones, ont envie de se promener dans des magasins culturels et d'aller y faire leurs achats, quand vous avez des salariés et des collaborateurs qui, parce que vous avez prévu des contreparties importantes, pour nous, c'est le triplement de la rémunération, c'est le repos compensateur, c'est le volant. Justement, on en est où? Parce que ça avait plutôt signé chez Darty, moins à la FNAC. Nous, on a, en deux mots, hein, on va pas rentrer nous, dans on a signé un accord d'entreprise sur les bases que je vous indiquais là. Triplement de la rémunération, 12 dimanches par mois, 40, doublement les 40 autres, repos compensateur, volontariat réexprimé tous les 6 mois. C'est-à-dire, vous êtes volontaire à travailler le dimanche, vous avez l'occasion, quand vous le souhaitez, de dire, au fond, ça modifie trop mon organisation de vie personnelle, j'arrête. Quand vous avez... C'est bien pour l'enseigne, c'est bien pour les clients, c'est bien pour les collaborateurs. D'ailleurs, dans les magasins où on peut ouvrir depuis toujours, on a 85-90% de volontaires là-dessus. Quand toutes ces conditions-là sont réunies, vous avez envie de pouvoir ouvrir. Alors pourquoi on ne peut pas ouvrir pour le moment? Mais j'espère que nous allons y arriver, même si c'est évidemment extraordinairement difficile, parce qu'on voit bien que c'est devenu un marqueur politique, parce que nos syndicats majoritaires ne sont pour le moment pas favorables à cet accord-là et peuvent faire valoir, à la FNAC, peuvent faire valoir leur droit d'opposition. Mais donc voilà, vous avez envie sur ces sujets-là de vous retrouver à armes égales, sur le taux d'imposition, quand Amazon... Juste chez Darty, eux, ils ont signé. Ouais, ils ont signé. Donc c'est un actif Darty, ça, quand même. Je vous laisse la paternité de ces propos. Ils ont signé. Et donc, vous avez envie, sur le taux d'imposition, sur les règles de concurrence, de pouvoir être à armes égales. Je vous donne un petit exemple. Certains d'entre vous, je suis sûr, sont utilisateurs d'Amazon, et je l'espère aussi de Fnac.com. Amazon, vous avez un petit bouton, vous appuyez, vous faites votre achat, vous appuyez, vous avez ajouté sur le panier et c'est fini. En France, vous allez sur Fnac.com, vous faites le même exercice et on vous demande votre pictogramme. Et de temps en temps, j'ai des clients qui me disent, et des copains qui me disent, mais quand même ton truc, pourquoi on me redemande ton pictogramme? C'est quand même incroyable d'avoir... Alors qu'Amazon, c'est si simple. Mais parce que je n'ai pas le droit. Parce que Amazon, parce qu'ils sont au Luxembourg, ne sont pas assujettis à ça, moi je le suis. Voilà un avantage concurrentiel très fort. Vous savez, sur le e-commerce, il y a quelques dirigeants, je voyais Stéphane Trépos tout à l'heure, quelques dirigeants du e-commerce, ça se joue à la seconde près. On se bagarre pour une seconde à la page. Quand vous avez la nécessité que le gars prenne sa carte bleue, qu'il a oublié, et qu'en face il a Amazon où il appuie sur le bouton et c'est fait, il a un avantage indu. Tous ces sujets-là, vous n'avez pas envie d'avoir des avantages donnés par les pouvoirs publics, juste une situation d'égalité de champ concurrentiel. Très bien. Alors, je vais prendre une question un peu générale qui est venue là dans le fil Twitter avant de laisser la parole à la salle. C'est où ça s'arrête, hein. Donc, on a bien compris, Amazon est ton concurrent. Hein. C'est le fait même de le dire est une ambition incroyable parce qu'Amazon, ils font tout. Hein. Ouais, donc, ils sortent des nouvelles lignes du produit. On a parlé du prêt-à-porter. Il y a Amazon Fresh. Il y a Amazon Prime. On en a beaucoup parlé au Festival de Cannes. Donc, c'est une plateforme vidéo avec donc des films en exclusivité, donc ça c'est Netflix Killer. Est-ce que toi tu vas aller, puisque tu es le concurrent d'Amazon, avec tes amis de Vivendi, vous allez aller sur tous ces terrains où ça s'arrête en fait? D'abord deux choses. Bon, le fresh, j'y crois pas trop, mais non, sur les séries et le cinéma. Vous ne nous trouverez pas sur l'alimentaire dans les prochaines années. D'abord deux choses. Vous avez compris, on a beaucoup de choses dans la banette en ce moment, et donc, au fond, il y a une absolue nécessité de priorisation, et la priorité des priorités, si nous parvenons à mener à bien l'opération Darty jusqu'à son terme, ça va être de construire le nouvel ensemble et de réussir l'intégration. Et au fond, la focalisation des équipes, ça sera ça. Ensuite, grâce à des partenariats comme ce qu'on est en train de bâtir avec Vivendi, bien sûr qu'on va essayer sur ces sujets-là d'être concurrent d'Amazon. Amazon, au fond, c'est un ensemble où vous vous dites à la fois je livre les produits quotidiens,
je livre des biens culturels, je m'intègre dans la filière de production avec des exclusivités. Ben, le partenariat qu'on fait avec Vivendi, c'est bien pour pouvoir apporter une réponse là-dessus, parce que les clients, au fond, ils ont besoin d'exclusivité, que ce soit des services de livraison express et d'abonnement, mais aussi des contenus exclusifs dans le digital. Et ce partenariat, il nous permet, plus qu'on aurait pu le faire tout seul, bien sûr, de le développer plus puissamment et plus rapidement. D'accord, mais la frontière, c'est quand même, on va dire, l'univers culturel. Absolument. Hein, absolument. tu ne vas pas mettre le savoir-faire de service après-vente, de livraison, etc., au service, ce que fait Amazon, au service d'autres biens. Si, on le mettra au service d'autres biens. Bonjour messieurs. Vous avez beaucoup parlé d'innovation. Moi je suis stagiaire à la FNAC et je dois dire que je me sens très très seul dans ma tranche d'âge par rapport à tous mes camarades. Je croyais que c'était dans l'innovation générale. Non. Dans ma tranche d'âge par rapport à mes camarades. Vous le faites où votre stage? Dans quel service? À la stratégie. La stratégie, super. Et je me sens très seul par rapport à tous mes camarades de promo dans d'autres entreprises. Et je me demandais si on croit que la jeunesse est porteuse d'innovation, si la FNAC a des stratégies pour recruter de nouveaux talents. Je suis embêté que vous vous sentiez seul dans votre tranche d'âge, mais c'est sans doute parce que vous êtes à notre étage où on est un peu vieillissant, mais la capacité à recruter des jeunes talents, on l'a aujourd'hui parce qu'on est redevenu attractif et parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans la maison. Donc on a cette tranche d'âge des jeunes sortant d'école, hein, ou d'ailleurs des entrepreneurs naturels, hein, qui n'ont pas fait d'études particulières après le bac, qui nous rejoignent beaucoup sur ces sujets d'innovation. Et au fond, c'est extraordinairement intéressant. Je crois que vous avez consacré la semaine dernière ou il y a 2 semaines un dossier qui était très intéressant sur, au fond, comment les entreprises d'aujourd'hui doivent intégrer ces générations qui sont nées avec le digital pour à la fois progresser, faire progresser l'innovation et apporter une plus-value très forte. C'est extraordinairement compliqué, il y a plein d'innovations. Je voyais Sébastien... On avait parlé d'un concurrent, d'un grand distributeur spécialisé qui est Decathlon. Je voyais Sébastien Bazin qui a mis en place son shadow cabinet, vous savez, avec ces jeunes trentenaires. Il y a plein d'idées, on en teste plein. Quelle est la bonne ? C'est pas très facile encore à identifier, mais il faut mettre ces idées sur la table, tout en sachant, et moi c'est une obsession, je suis pas très générationnel moi au fond, je crois depuis toujours que l'innovation, elle est malgré tout chez tout le monde, et heureusement d'ailleurs, et que vous pouvez trouver dans des équipes plus expérimentées une volonté d'innover, une capacité à le faire, autant que dans des équipes extraordinairement jeunes et sortant d'école. Néanmoins, ce qui est important pour nous, c'est comment demain on vous donne le sentiment, à vous, à votre génération, à la fois que vous avez les outils, les leviers, le cadre de travail, qui ne sera pas le cadre de travail de ma génération, qui est celui correspondant à l'ère digitale. Pas facile à répondre, mais c'est un très beau sujet pour les prochaines années et dès à présent. Tu as une idée de l'âge moyen du client de la FNAC? Oui, c'est un cadre A+. Cadre A+, oui. Ah, pas mal. Ouais. Parce que Une autre question. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'adresse plus aux redresseurs que vous êtes. J'ai compris la feuille de route qu'on vous a proposée en reprenant la FNAC. La question que j'ai, c'est quand on adresse un sujet comme celui-ci, par quel angle vous l'avez pris? En vous disant, là, j'attaque une face, entre guillemets, qui me permettra le succès, et attention, à l'inverse, là, il y a des dangers. D'abord, quand vous êtes dans des modèles comme ceux de la distribution de biens, les dangers, ils sont partout. Ils sont partout hier, ils sont partout demain. Au fond, on est dans des secteurs qui sont sous très forte pression. Moi, j'avais un atout majeur, c'est que j'avais la chance, à l'époque c'était Kering et aujourd'hui c'est Artemis, d'avoir un actionnaire qui me disait au fond, vous avez carte blanche pour inventer un modèle et pour dire la vérité aux équipes, pour leur dire voilà, il faut bouger. Et donc la manière dont on l'a pris, ça a été faisons un constat, mais un constat implacable. C'est le moment très difficile à l'égard des équipes. C'est le moment où vous dites à vos équipes, en magasin, dans les entrepôts, partout dans les pays, si nous ne bougeons pas puissamment, notre métier va disparaître. Et l'entreprise a une fin possible. Il
Il faut la sortir d'un deuxième élément immédiat, parce que vous voyez le caractère anxiogène de ce discours-là. Et au fond, ce n'est pas du discours, parce qu'il suffisait d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi, de Virgin en France, à d'autres acteurs dans le monde, pour voir plein d'entreprises disparaître. Deuxième discours, c'est comment est-ce qu'on peut y arriver? Et ça a été le cadre de l'omnicanal et des relais de croissance. Et puis ensuite, vous avez pleinement raison, tout est à faire, et je le dis avec beaucoup de modestie, parce que vous pouvez autant rater que réussir dans ce domaine-là, et ça sera aussi le sujet de Darty, d'exécution. L'obsession du détail de l'exécution, de manière à ce que vous soyez absolument dans votre feuille de route, que vous suiviez votre calendrier, que vous objectiviez la situation et que vous donniez à voir à vos équipes le fait que les choses progressent. Il n'y a rien de pire pour des équipes que ces périodes de flou où vous changez tout et où ils se disent mais où est-ce qu'on en est au fond dans la feuille de route? Quand vous avez fait tout ça, ce n'est pas un prêt à emploi, et encore une fois je le dis avec beaucoup d'humilité, mais vous avez créé quelques conditions pour que ça puisse marcher. Alors après, il y a les moments où ça marche, il y a les moments où c'est plus difficile. On rêve tous d'être dans des marchés de consommation. On citait les États-Unis avec une consommation à plus 5, plus 6. Je vous assure que si la consommation était à plus 5, plus 6, la Fnac et Darty demain iraient formidablement bien. On fait avec notre conjoncture économique. Mais aujourd'hui, l'entreprise va mieux, engrange des résultats positifs et c'est un élément de fierté pour toute l'entreprise. Alors, il y a des moments difficiles. Là, j'ai un tweet, là, 130 millions de synergies, ça va se faire en douceur. Ça va se faire dans deux types de domaines. Le premier, c'est, je dirais, les synergies dites d'activité, qui ont deux volets. Les synergies d'achat. Au fond, vous avez un groupe extraordinairement puissant qui va pouvoir, enfin plus puissant, qui va pouvoir s'adresser à Amazon, à Samsung, à Sony pour essayer de gagner à l'achat des conditions de prix. Ça va se faire sur des synergies de revenus, tout ce qu'on va développer ensemble sur le digital et dans les magasins. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est nos organisations. Comment est-ce qu'on va mieux travailler nos logistiques? Comment on va mieux travailler le transport? Comment on va intégrer des sièges sociaux qui sont à Paris à 2 endroits, à Bruxelles, à Londres? Comment on va essayer de créer une organisation unique? Ça aurait été extraordinairement douloureux pour les équipes si on s'était dit on supprime un des 2 réseaux de distribution, on va réduire la taille de nos magasins. Ce n'est pas du tout ça le projet. Et pour ce que je commence à dire aux équipes de Darty, c'est au fond regardez ce qu'on a fait. Il n'y a rien de mieux que montrer ce que vous avez déjà fait. Depuis que nous sommes là, la nouvelle équipe, on a ouvert 50 magasins, on en a fait fermer 2. Moi, je vois le réseau de Darty comme un actif. Donc on ne va pas fermer des magasins, on va se développer avec les 2 réseaux de distribution et on va essayer de bien mener les synergies sur les organisations centrales et puis surtout sur les revenus d'activité. Allez, une dernière question. Bon, pour rester dans la même lignée, en fait, je voulais savoir, donc vous avez annoncé faire 80 millions d'économies avec le rachat de Darty. 130. Puis après 130 justement. Absolument. Et donc vous avez rajouté 50 millions. Ouais. Et je voulais savoir comment vous comptez faire, sans compter les économies d'échelle, sur les achats, etc. C'est un peu ce que je comment c'est passé de 80 c'est une question d'analyse financière. C'est une très bonne question. Comment nous sommes passés tout d'un coup de 80 à 130 C'est en fait 4 mois de travail. C'est-à-dire que lorsque nous étions à 85, c'est juste après le lancement de l'opération, et il y avait un certain nombre de chantiers que nous n'avions pas pu expertiser. L'organisation informatique, la logistique, un certain nombre de chantiers sur les revenus d'activité. Quand on est arrivé à le faire, on l'a présenté, parce qu'en fait les 130 sont un chiffre qui est donné par un cabinet indépendant qui est Ernst Young, pour ne pas le citer. Donc on a présenté des nouveaux chantiers, et on est arrivé à ce chiffre des 130, qui seront sur des revenus d'activité et des organisations, comme je le disais. Monsieur. Allez, la DER des DER, sinon on va tenir notre objectif de 9h30. Alors. Oui, monsieur Bompard, ma question n'a rien à voir avec tout ce que vous venez de dire. Vous avez passé 4 ans auprès de François Fillon. Est-ce qu'on pourrait connaître votre avis sur son programme et sur ses chances de succès? Je n'ai pas passé 4 ans, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à votre question. Je n'ai passé qu'une année, et qui a été une année très intéressante, parce que au fond, vous voyez que les sujets reviennent toujours sur la table. C'était au moment de la réforme des retraites de 2004, qui était un moment, comme vous le savez, extraordinairement important. Et ça a été une réforme très forte lors du quinquennat 2002-2007. C'était extraordinairement passionnant de participer à cette aventure-là de la réforme, du travail de conviction, de la négociation avec les organisations syndicales. Je ne pensais pas en avoir un jour autant besoin. Et ça a été une période extraordinairement passionnante. Et j'ai beaucoup de respect pour François Fillon.
Il a ses chances alors. Et moi j'ai une petite question complémentaire, plus court terme, sur donc Federer forfait, hein, c'était les grandes nouvelles d'hier soir. J'ai failli annuler ma participation ce matin. Puisque c'est un fan absolu. À nouveau Nadal, il y a dans ma revue de presse, j'ai vu, il y avait une page entière dans le Wall Street Journal, un entretien de fond avec Nadal, le trentenaire, qui est assez différent de celui d'avant, de celui des 9 Roland-Garros. Quel est ton pronostic? Alors, tu veux pas trop t'exprimer sur la primaire à droite, j'ai l'impression, mais là, tu peux peut-être quand même un peu te mouiller, là. Non, mais c'est beaucoup plus sensible que la primaire à droite pour moi. Le pronostic de tennis, c'est beaucoup plus important. Non, bah écoutez, on a eu en tout cas une période exceptionnelle. Moi, je suis un fan de tennis avec des champions merveilleux. Alors moi, j'ai le mien, mais Nadal est aussi un immense champion et ça se jouera probablement, selon moi, mais je peux me tromper, entre Djokovic. Nadal sera pas très loin. Murray n'est pas non plus loin des favoris. Et je pense que Stan Wawrinka, qui avait gagné l'année dernière, doit être aussi mis dans ce top 4 des vainqueurs potentiels de Roland-Garros qui commence lundi et auquel je n'aurai pas beaucoup de loisirs d'aller cette année. Merci cher Alexandre. Merci. Pour conclure, merci pour ce 300e anniversaire des Matins HEC de nous avoir honoré de ta présence au milieu d'un match. Tu as gagné le premier set brillamment, mais le match va être un match de longue haleine. Tu nous l'as dit parce que le compétiteur en face, il est très fort. Amazon ira partout. Le e-commerce représente 40% du commerce aujourd'hui. Et c'est un match avec aussi parfois un arbitre. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Tu nous l'as très bien dit. Mais en même temps, tu nous as fait passer à la fois ta chaleur, ton optimisme, ta conviction, ton attachement aussi à ce pays au moment où les centres de décision s'en vont, et tu l'as montré en dirigeant la Fnac, en rachetant Darty, 2 entreprises stars du commerce des 30 Glorieuses, auxquelles nous sommes très attachés. Donc nous te souhaitons de réussir, de gagner ce match et de le mener jusqu'au bout, ça on n'a aucun doute, sur ta détermination, sur ton agilité. Il paraît que tu as un coup droit très puissant au tennis. Mais je pense que tu dois avoir un bon jeu de jambes aussi. En tout cas, la route est longue. On sera derrière toi pour la Fnac, Darty et ces marques auxquelles nous sommes attachés, et pour que les entrepreneurs de ce pays continuent à gagner, parce qu'on y croit. Merci, Alexandre. Merci à vous. À vous.